Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes enseignante, vous êtes professeur d'histoire géo et vous publiez un livre, ça s'appelle Les Nostalgériades. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête un instant sur ce mot que vous avez inventé. Il vient d'où? Pourquoi ce mot? Alors, il y a déjà un concept qui est assez connu en sociologie qui s'appelle la nostalgérie. C'est-à-dire ce sentiment nostalgique d'attachement très fort des enfants d'immigrés à ce pays qu'est l'Algérie et qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et j'y ai ajouté jérémiade pour la boutade, pour dire qu'on est vraiment à l'ère des plaintes, des lamentations Des permanentes. jérémiades. Voilà. Et donc vous avez associé les deux. Vous disiez d'ailleurs, ce pays qu'ils ne connaissent pas beaucoup, est-ce qu'ils le fantasment? Est-ce que c'est ça que vous constatez, puisque votre livre, il part vraiment de ce que vous disent vos élèves? Voilà. C'est du pur fantasme. Un élève de 6e qui maintenant est en 3e m'avait dit, en Algérie, on ne paye pas l'électricité et l'eau. J'avais appelé ma mère en direct, j'avais mis sur haut-parleur et je lui avais demandé si c'était vrai. Et donc, bien sûr, elle lui avait dit, mais n'importe quoi, voilà. Et le lendemain, il est arrivé tout penaud en disant, oui, madame, c'est vrai, vous avez raison, on paye l'eau et l'électricité. Mais d'où ça vient? Donc, je posais la question à mes frères et mon frère me disait, ah oui, c'est vrai, quand je vais en Algérie avec mes gosses, je leur dis, venez, on va au resto, ça coûte rien. Venez, je vous prends une paire de baskets, ça coûte rien. Les gamins ne retiennent que ça coûte rien. L'Algérie, c'est beau, il fait chaud. On peut aller au resto tous les jours, le jet ski. La France, c'est l'école, c'est l'hiver, c'est les démarches administratives. Et là, on est en train d'entraîner les gamins dans une espèce de schizophrénie. Schizophrénie et effectivement du coup un désamour de la France en quelque sorte. Vous êtes confronté aussi à la difficulté d'enseigner le réel tout simplement. Oui, et pratiquement à tous les niveaux, quels que soient les sujets. Par exemple, là, je viens de finir la guerre d'Algérie. Aucun élève, tous les élèves sont en train de vitupérer, sont en train de parler tout fiers de l'Algérie et de l'image de l'indépendance arrachée par les armes. Personne ne sait qu'il y a eu l'occupation ottomane avant l'occupation française. Voilà. Donc il faut leur rappeler des faits et des fois il faut déconstruire et des fois de manière extrêmement énergique pour leur rappeler qu'ils ont des choses à apprendre. Ils sont toujours en train de plus en plus de ponctuer leurs phrases par des bismillah, des wallah, tout ça. Il a fallu que je leur explique qu'en Algérie, il y avait en arabe, il y avait une façon laïque de dire bonjour. C'est sbahir, sbahnour. Ils ne connaissaient pas. Pour eux, il n'y avait que le salam alaikum permanent, qui est quand même un salut religieux. Que ça vienne de vous qui êtes capable de leur donner ces éléments-là, parce que si vous les avez tout simplement aussi vécus, vous pouvez appeler votre mère, vous pouvez appeler vos frères, comme vous le dites d'ailleurs de manière très simple et très spontanée, assez naturelle. Est-ce que le fait que ça vienne de vous, ça fait qu'ils vous respectent davantage et qu'ils sont plus à l'écoute? Au début, il y a toujours un petit piège que j'ai senti quand j'étais enseignante à Marseille. On m'avait vraiment dit bonjour en me disant salam alaikum, c'est-à-dire la tentation de la connivence communautaire. Ah, tu es des nôtres, tu vas me traiter différemment. Donc là, je peux vous dire, je l'ai calmé directement. Là, Je l'ai calmé direct. Ah mais oui, voilà. Par contre, là, avec mes élèves, c'est sûr que je dois être plus crédible et qu'ils ne peuvent pas basculer dans la facilité de dire vous êtes raciste. Voilà, c'est pas très crédible. Mais dans un sens, presque par contraste, j'ai envie de vous dire, si vous vous appelez Paul Dupont, est-ce que vous pouvez tenir le même discours que vous et être audible? Ou est-ce que, comme vous dites, l'autre peut-être pourrait être taxé, si on n'est pas d'accord, de raciste? Est-ce que ça veut dire que vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? À Paul Dupont, moi je réfléchis et je base pas mon enseignement sur le Coran. Jamais j'aurais l'idée de dire à un gamin, tu dois pas dire ça parce que dans la sourate 18 du Coran, il n'y a pas dit ça. Non. Je me base sur la science, parce que j'enseigne l'histoire. Je me base sur les programmes validés par le ministre. Je me base sur l'histoire. Par contre, j'ai un vécu personnel. J'ai un vécu avec un frère qui a fait de la prison, avec des frères qui ont eu des problèmes, mais qui maintenant sont tous propriétaires. J'ai 7 frères qui ont 3 enfants chacun. Vous voyez ce qu'on appelle le grand remplacement. Donc voilà, j'ai cette expérience-là qui fait que je sais de quoi je parle. Contrairement à d'autres collègues, moi j'ai vécu dans un quartier difficile, donc j'ai pas besoin de surjouer ou de racoler pour me sentir proche d'eux. Je leur tiens un discours à chaque fois de vérité et puis d'ambition. Et je leur dis souvent, vous voyez, en 6e, ils sont tous enthousiastes, le gamin, puis en 3e, ils commencent à tenir des discours sur la France est méchante. Bah, chiche, dites-moi en quoi elle est méchante. Et là, c'est parce que simplement, ils répètent ce qu'ils entendent dans d'autres cours, ou à l'école, ou à la maison. Est-ce que vous avez le sentiment que vous arrivez à faire avancer les choses dans ce dialogue? Est-ce qu'il y a des moments de gratification, de satisfaction, où vous sentez que vous avez réussi à briser justement ce fantasme peut-être qu'il y a sur ce que serait l'Algérie et ce que serait la France? En fait, c'est cette lecture décalée du réel. J'essaie vraiment de dire aux gamins, c'est comme la psychanalyse, il faut leur faire verbaliser le fait qu'ils sont français et que même s'ils ne s'en rendent pas compte,
ils aiment la France. Et que quand on est franco-algérien, franco-marocain, bah, ça fait 2 fois plus d'amour. C'est pas une soustraction, c'est pas une division. Il faut que ce soit les deux. Et je dédie ce livre à une de mes anciennes élèves qui s'appelle Sherazade et qui est en terminale et je continue à voir quand elle a des problèmes, des questions. Voilà, on se voit régulièrement. Et elle a choisi comme sujet de grand oral, un sujet très compliqué, l'homosexualité dans les quartiers. Et on en parlait, puis elle me disait, mais quand même, c'est vrai que j'ai l'esprit plus ouvert depuis que je vous ai eu. C'est vrai qu'avant, je l'ai trouvé bizarre, voilà. Et c'est venu d'elle-même, mais c'est un cheminement. Ce déclic-là, il appartient à chaque élève. Ça peut aider, mais ça ne peut venir que d'eux. Ça doit être quand même un motif de grande satisfaction. Je voudrais qu'on revienne sur quand même 2 points de l'actualité que vous commentez parce que vous regardez beaucoup les choses. On peut vous suivre sur Twitter. Vous êtes très engagé. On sent bien que ce que vous nous racontez là, avec le sourire d'ailleurs, vous n'êtes pas une combattante, vous êtes plutôt avec le sourire. Mais malgré tout, il y a des choses qui vous exaspèrent et notamment ce qui s'est passé avec Evian ces derniers jours. Evian, je rappelle simplement l'affaire, la marque d'eau qui a fait un tweet sur les réseaux sociaux pour dire qu'il fallait bien penser à boire de l'eau. Ça a été vécu par un certain nombre de musulmans comme étant une sorte de provocation le jour de l'ouverture du début du Ramadan. Evian s'est excusé. Et en fait, ce qui vous met en colère, c'est pas tant qu'Evian ait été pointé du doigt, mais c'est le fait qu'Evian se soit excusé. Ah mais complètement, on est dans l'ère c'est même plus de la lâcheté, c'est de l'obséquiosité. C'est-à-dire vraiment, on a l'impression qu'ils se sentent obligés de courtiser une partie de la population comme s'ils étaient en tort. Mais c'est complètement ridicule. Ils réagissent à des à des tweetos complètement idiots, voilà, parce que c'est quand même les idiots qui ont répondu et qui ont relancé cette attaque. Mais cette façon de s'excuser en disant, bah oui, mais ça veut dire quoi? Qu'ils vont plus jamais communiquer sur le fait de vendre des bouteilles? Et que donc on ne doit plus communiquer sur la nourriture, on ne doit plus communiquer sur la façon de boire. Voilà, c'est ridicule. Mais ça m'a rappelé aussi un surveillant, quand j'ai commencé ma carrière, qui avait dit à la cantine à un de ses copains surveillants, par respect pour moi, tu ne dois pas manger de porc à ma table. Mais jusqu'où ça va aller? Ceux qui ont un choix religieux, c'est leur choix. Ceux qui choisissent de pratiquer le ramadan, c'est leur choix. Mais leur choix n'oblige pas les autres. Donc, s'ils ont une foi assez fragile, c'est eux qui doivent s'interroger sur leur foi. Mais ils ne doivent surtout pas exiger des autres même pas de respecter, de se soumettre à leurs propres exigences religieuses. Vous parlez aussi de la question des victimes. Vous avez le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de victimisation aujourd'hui. C'est visiblement pas du tout votre cas. Hein. J'ai voulu montrer dans ce livre qu'on pouvait avoir un vécu extrêmement difficile. Et moi, j'ai eu un vécu extrêmement difficile. Et ma mère, qui est une femme remarquable, a élevé seule 8 enfants dans des conditions extrêmement précaires. On a dépendu des Restos du Cœur, du Secours catholique, sans pour autant avoir le même discours politique de ressentiment, de demande de réparation. Mais de toute façon, c'est dans l'air du temps. Regardez Kev Adams qui dit qu'il a souffert de discrimination à cause de ses cheveux crépus. Voilà où on en est. L'identité de victime, c'est la seule qui est valorisée médiatiquement. Donc n'importe quoi, il faut... La phrase qui sera mise en exergue comme titre de l'article, c'est « Ah ben j'ai souffert de ça ». Oui, j'ai souffert de ça, mais mon engagement, il ne provient pas de mes traumas. Il provient de mes convictions. Et de vos convictions qui sont donc dans ce livre. Fathia Agag Boudjala, votre livre, c'est Les Nostalgériades aux éditions du Cerf. Merci d'être venue raconter aussi à la première personne votre vie aujourd'hui d'enseignante dans ce studio d'RMC. Il est 7h22.